c'est à vous de nous présenter l'exploration en cours de la sonde Rosetta autour d'une comète exceptionnelle qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko. Si certains d'entre vous s'en souviennent, nous nous sommes posés sur Churyumov-Gerasimenko, c'était le 12 novembre dernier, et on a vécu ce moment d'histoire en direct. C'était ici. Donc là, j'ai repris la belle vue d'artiste de la présentation, mais de façon plus détaillée, justement une image de ce qui se passait ici le 12 novembre dernier. Et je voulais vous parler un petit peu de le pourquoi de cette mission, préparation et croisière, tout ce qui s'est passé en 2014, et les résultats à ce jour. Et j'ai beaucoup de choses à raconter. Je pourrais en parler pendant 3 heures, 3 jours, 3 ans, je ne sais pas. Donc, je vais mettre beaucoup de choses sur les transparents que je ne dirai peut-être pas. Je vais éviter les animations. De toute façon, on trouve de très jolies vidéos sur les sites du CNES, sur les sites de l'ESA. Il y a même des films comme celui d'Arte. Enfin, bref. Donc tout d'abord, pourquoi cette mission Rosetta? Et là, un petit retour vers le passé pour ceux qui ont envie de savoir exactement ce que c'est qu'une comète ou qui l'ont un petit peu oublié. Bon, les comètes, les panaches lumineux des comètes, on en a tous vu, l'image du bas le présente un petit peu. Et en fait, ces passages lumineux, ils émergent d'une région brillante qu'on appelle la chevelure ou la coma, suivant la façon dont on veut parler. Ils sont orientés dans une direction opposée à celle du Soleil. Ils sont situés bien au-delà de l'atmosphère terrestre. Ça, c'est ce qu'on a su jusqu'à la Renaissance, je dirais. Et puis ensuite, il y a eu les études scientifiques des gens comme Halley, comme Newton. Eh bien, les comètes décrivent des ellipses autour du Soleil, comme les planètes, mais des ellipses extrêmement allongées. Et ces comètes sont quand même un petit peu sensibles aux perturbations gravitationnelles des planètes, ce qui veut dire qu'en fait, elles ont une masse très faible. Et puis, dans les chevelures des comètes, toute cette zone, eh bien, dans les chevelures des comètes, il y a des gaz, de la vapeur d'eau, par exemple. Il y a des gaz ionisés, des ions, et il y a aussi des poussières. Et là, puisqu'on parlait de président de la République, j'ai envie de parler de François Arago, qui était un homme politique de la première moitié du 19e siècle. Dans ce temps-là, les hommes politiques faisaient aussi de la science. Ils étudiaient les comètes, ils faisaient même des mesures de polarisation. C'est comme ça que Arago a démontré qu'il y avait des poussières dans la chevelure des comètes. Bon, et pour aller vers un passé un petit peu plus récent, vers 1950, il s'est passé plein de choses. Il y a quelqu'un comme Fred Whipple qui a compris que parce qu'il y avait des petites variations dans le passage des comètes au plus près du Soleil, eh bien, elles devaient être constituées d'un noyau de... Il a parlé de glace sale, et on va beaucoup parler des les images que vous avez eues, c'est le noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko. Et puis il y a Biermann qui, en regardant l'orientation des queues, s'est dit « Ah, mais il doit exister quelque chose qui le repousse ». Il a eu l'idée du vent solaire avant qu'il ne soit découvert par les premiers satellites. Et puis il y a aussi des gens comme Kuiper et Oort qui ont compris que il devait y avoir des noyaux cométaires qui se trouvaient très loin du Soleil, dans des régions qu'on appelle la ceinture de Kuiper, le nuage de Oort, et donc qui étaient stockés pendant longtemps aux confins du système solaire, comme dans un congélateur, pour bien garder leurs propriétés. Et donc, première mission spatiale, ça a été dans les années 80, le fait est que les noyaux de comètes sont invisibles depuis la Terre. Même avec un très grand télescope, on ne peut pas les voir depuis la Terre, à l'opposé des planètes, justement. Parce que soit ils sont relativement proches du Soleil, ils sont actifs, il y a donc des gaz, des poussières qui s'en échappent, et à ce moment-là, ils sont dissimulés par cette chevelure, cette coma. Et quand ils sont un peu proches du Soleil, ils sont aussi un peu proches de la Terre. Soit ils en sont très éloignés, et à ce moment-là, c'est juste des petits points brillants, et bref, on ne peut pas les résoudre. Donc tout a commencé en 1986 avec les survols de Halley au mois de mars 86. Alors il y a eu la sonde Giotto, dont je me rappelle bien puisque je travaillais dessus, et qui était la première sonde d'exploration d'une comète, sonde européenne aussi. Et puis il y avait les sondes russes soviétiques, Vega 1 et Vega 2, qui nous ont vraiment servi d'éclaireurs pour passer pas trop loin du noyau de la comète, pas trop loin. C'était quand même 600 km, c'était un survol à 250 000 km par heure, donc c'est un peu rapide.
Et tiens, d'ailleurs, c'était le 14 mars, c'était le jour de 13-14 mars, au moment de l'inauguration de la Villette. Et ce que ces sondes nous ont révélé, donc vous voyez, il y a vraiment une histoire entre la Villette et les comètes. Hein. Ce que ces sondes nous ont révélé, c'est un noyau qui était très irrégulier, les images que vous apercevez là-bas, extrêmement sombre. Eh bien, ce qui est brillant sur la partie gauche, c'est justement les gaz, les poussières qui s'en échappent. Le noyau, c'est cette sorte de cacahuète très sombre. Hein. Et puis, cette eau, elle était peut-être enrichie en deutérium. Alors, ça pouvait vouloir dire qu'elle avait une origine interstellaire. C'était vraiment de la matière bien primitive. Et puis, au niveau des poussières, bon, comme je suis une femme, je trouve qu'appeler ça poussière, c'est quand même un peu tristounet, ça fait un peu balayage. Donc, je vais les appeler particules solides. Ces poussières, non seulement elles étaient sombres, elles étaient poreuses, mais elles étaient très riches en composés organiques. On les a appelées les chônes, parce qu'avec une vitesse aussi énorme de vitesse relative, eh bien, évidemment, les molécules étaient complètement détruites. On voyait juste du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, avec des spectromètres de masse. Donc, des poussières riches en composés carbonés complexes. Et puis, cette idée que c'était certainement des choses qui s'étaient formées à l'origine du système solaire. Alors, justement, quelques mots sur origine du système solaire. On a des idées par datation isotopique, par des observations astrophysiques, des modélisations. Et ce que l'on pense aujourd'hui, hein, bon, on n'y était pas, donc c'est le modèle, le classique aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un effondrement gravitationnel d'une partie d'un nuage moléculaire géant, un nuage froid, dans lequel il y avait beaucoup d'hydrogène, aussi des glaces en particulier d'eau, des très petites particules solides réfractaires. Et puis à partir de ça, le disque protoplanétaire en rotation, le Soleil qui se forme au centre, la région du centre qui est très chaude. Et ce que vous voyez sur le petit dessin là en bas, c'est que évidemment, plus on s'éloigne du Soleil ou du proto-Soleil, moins il fait chaud. Il y a ce qu'on appelle une ligne des glaces, l'équivalent d'une ligne des neiges sur le Mont Blanc, par exemple. Et très loin, les glaces vont survivre, alors que plus près, il n'y aura que du matériau réfractaire. Donc, au-delà, d'ailleurs, je suis allée un peu trop vite là, au-delà de ce scénario d'évolution de ce jeune système solaire, eh bien, on pense qu'il a été très agité, essentiellement parce qu'il y a eu des résonances entre des planètes géantes. À la suite de ça, ça a entraîné migration de ces planètes, changement des orbites des petits corps, et certains sont partis chasser complètement aux confins du système solaire, ce que nous appelons pour les comètes aujourd'hui le nuage de Oort, d'où viennent les comètes non périodiques. D'autres de ces petits corps sont tombés vers le Soleil. Et puis, il y en a qui sont restés, qui forment la ceinture de Kuiper. La figure en bas à gauche vous montre qu'il devait y avoir beaucoup de petits corps autour des planètes géantes à l'origine, toutes ces choses vertes, et puis qu'après, il en reste beaucoup moins. Et évidemment, ces petits corps dont je disais qu'ils ont pu tomber vers le Soleil, en tombant vers le Soleil, il pouvait leur arriver de, de tomber sur une planète ou même de toute façon en s'échauffant, de dégager énormément de leurs particules solides qui allaient enrichir le milieu interplanétaire interne. Et dans cette époque, qu'on appelle parfois grand bombardement tardif, il y a dû avoir des impacts formidables. Peut-être que de l'eau a pu arriver à partir de ces petits corps sur la Terre en particulier, et puis aussi des molécules carbonées complexes, pas directement, mais indirectement par le milieu interplanétaire. Et le fait, tout ça se passait il y a à peu près 4 milliards d'années, il y avait de la vie sur Terre il y a 3,5 milliards d'années, donc on a envie d'en savoir plus. On a envie d'en savoir plus, et justement, pour en savoir plus, il y a eu cette idée de la mission Rosetta. Alors évidemment, pourquoi elle s'appelle Rosetta? C'est Rosetta Stone, c'est la pierre de Rosette. Elle a permis de déchiffrer les hiéroglyphes, et nous, on aimerait bien, avec la mission Rosetta, déchiffrer ce qui a été à l'origine du système solaire. Pour vous donner un calendrier, d'ailleurs, je remonte vers des dates passées, les missions de survol de la comète de Halley dont Giotto, c'était en 86, et la décision finale de faire la mission Rosetta par l'Agence spatiale européenne, c'était, si je ne me trompe, au début de l'année 96. Et cette mission, je le dis, je le répéterai volontiers, c'est une mission exceptionnelle. Pas simplement parce qu'on est impliqué dedans, hein, mais c'est parce que toutes les missions cométaires antérieures, c'était des survols, un jour donné, à une distance au Soleil donnée, des survols à une vitesse relative très élevée, et des survols qui duraient moins d'1 heure. Hein. Là, au contraire,
pour la mission Rosetta, il ne s'agit pas de juste faire un survol, il s'agit d'être sur la même orbite que la comète, que d'escorter en quelque sorte la comète pendant très longtemps, pendant 2 ans environ, avec une vitesse relative pratiquement nulle. Et donc, non seulement escorter cette comète, mais alors que cette comète n'est pas toujours à la même distance au Soleil. Quand il y a eu le réveil de Rosetta, on était à 4 fois la distance de la Terre au Soleil et quelques. Et puis au mois d'août prochain, le 13 août, le noyau sera au plus proche du Soleil. Il sera quand même à 1,24 fois la distance de la Terre au Soleil. Mais vous comprenez qu'entre ces 2 distances extrêmes, il peut se passer beaucoup de choses. Alors évidemment, là-dedans, il y a eu pas mal de challenges à remplir. Et donc, il fallait avoir une vitesse réduite à l'arrivée pour se mettre sur cette orbite. Si vous voyez ici l'orbite de la comète, quand elle passe au plus près du Soleil, ça va follement vite et on ne pourrait pas l'attraper tout de suite. La seule solution, c'est de l'attraper quand elle est un petit peu loin du Soleil par là et en étant parvenu, en lançant quelque chose depuis la Terre, qui est peut-être ici, à monter sur cette orbite. L'idée, c'était d'ailleurs qu'on allait prendre des comètes d'une famille, enfin on les appelle familles, c'est des comètes qui ont été un petit peu perturbées par Jupiter, qui ont toutes des distances au plus loin du Soleil de l'ordre de 5 à 6 fois la distance de la Terre au Soleil, et pour peu qu'elles aient une faible inclinaison sur l'écliptique, il y en a un certain nombre, et il y avait plusieurs cibles possibles, parce que pour une mission aussi ambitieuse, on ne voulait vraiment pas rater ce qu'on appelle dans notre jargon la fenêtre de lancement. Et donc, il y a eu toute une collection d'assistance gravitationnelle pour arriver, comme je disais à l'instant, à se hisser sur cette orbite. Et évidemment, quand on était très loin du Soleil, quand la sonde de Rosetta était très loin du Soleil, comme on n'a pas de réacteur nucléaire, on en parlait justement à l'instant avec les missions américaines, parce que Rosetta, c'est une mission européenne, eh bien, il a fallu développer des très grands panneaux solaires. Et même avec ces très grands panneaux solaires, quand on est loin du Soleil, bah, évidemment, l'énergie, la puissance est beaucoup plus faible. Et donc, il y a eu une période pendant laquelle la sonde Rosetta était en hibernation parce qu'elle n'avait pas assez d'énergie. Alors... je continue, préparation, phase de croisière. Alors, je vais commencer par une mini-fiche technique, hein, juste pour vous donner des ordres de grandeur. C'est pour ça que sur les 2 photos, il y a aussi des personnes. Hein. Le bloc Rosetta, c'est quelque chose qui fait à peu près 3 mètres par 2 mètres par 2 mètres. Il a donc, comme je le disais à l'instant, des très grands panneaux solaires qui font un de chaque côté, qui font chacun à peu près 32 mètres carrés. Il a aussi, vous la voyez ici, une antenne à haut gain, qui fait 2,2 mètres, avec les données qui vont être récupérées en Australie, en Espagne, etc. Et tout ça, toutes ces parties-là de Rosetta, aussi des instruments à bord, ça a donné des développements industriels dans plein de pays en Europe, avec les instruments qui, eux, ont été réalisés sous responsabilité nationale et l'intégration et les tests finaux qui ont eu lieu en 2002. Alors, je parle des instruments scientifiques. Là, il y a beaucoup de choses. Je ne vais peut-être pas le détailler. Si vous voulez, vous voyez, il y a 3 familles d'expériences. Des expériences qui font des observations du noyau de la comète à faible distance. Ben, typiquement, c'est ce que va faire un système multimajeur. En gros, ça veut dire une caméra... et elle s'appelle Osiris. C'est aussi ce que vont faire des spectros qui travaillent dans l'ultraviolet, dans le visible, dans l'infrarouge, dans le micro-ondes. Aussi une expérience qui fait de la radioscience, qu'on aime tous beaucoup, parce que c'est une expérience sans instrument qui utilise juste les données de Rosetta pour avoir quelques informations. Ensuite, il y a des expériences qui, étant dans l'environnement de la comète, donc, ne vont pas observer le noyau, mais vont observer localement, in situ, ce qui se passe, analyser les gaz, analyser les plasmas et aussi analyser les poussières. Donc, une série d'expériences sur les plasmas. Vous voyez, il y a plein de petits drapeaux parce que... il y a plein de pays, en particulier des pays du nord de l'Europe, qui travaillent sur les plasmas. Et puis aussi des spectromètres de gaz, de poussière et des analyseurs.
Et puis une expérience un peu particulière, qui est une expérience qui est un petit drapeau français, hein, qui a une partie sur Rosetta, une partie sur Philae, qui fait du sondage bistatique de l'intérieur du noyau, l'expérience qui ne pouvait être faite que sur une mission avec un atterrisseur. Mais ce que je dois dire pour cette expérience concert, et j'ai montré un petit peu là, comme toute, elle est sous responsabilité française, il y a aussi des collaborations internationales, et ceci, par ailleurs, il faut ajouter que pratiquement sur tous les instruments, les expériences scientifiques à bord, il y a des participations françaises très actives. Donc, même genre de choses, images qui vous montrent où se trouvent les différents instruments. Ils sont plutôt sur la partie supérieure, ici. Et pour beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, il y a divers canaux. Donc, vous voyez le même nom qui va être utilisé. Bon, par exemple, pour Osiris, il y a la NAC, Narrow Angle Camera, et la WAC, Wide Angle Camera, qui ont évidemment des résolutions différentes. Alors, parlons tout de même de Philae, il serait temps. Hein. Eh bien, Philae a eu une histoire assez particulière et un début de vie, si je puis dire, assez compliqué. Donc, en 1996, quand tout était lancé par l'Agence spatiale européenne, il y avait eu 11 expériences sélectionnées, plus 2 petits atterrisseurs qui étaient comme 2 expériences aussi. L'un s'appelant Roland, allemand, je devrais dire d'ailleurs prononcer Roland, et puis un autre Champollion, je devrais prononcer Champollion ou quelque chose comme ça, américain, avec une bonne participation française. Seulement à la fin de 1996, on a appris que le projet de la NASA, Champollion, était annulé. Et donc, il n'y avait plus que Roland. C'était peut-être risqué d'avoir un simple petit atterrisseur. Et puis, il y avait des expériences qui étaient européennes qui étaient prévues sur le projet NASA. Ça devenait un petit peu gênant. Et heureusement, le CNES est arrivé et nous a sauvés. Je ne dis pas ça parce que Francis est là. Hein. C'est-à-dire que le CNES a décidé de participer au projet allemand, et qui a été complètement refondu, qui ne s'appelle plus Roland, comme vous savez, mais qui s'appelle Philae. On retrouve là les noms de l'Égypte antique, comme Rosetta, comme Osiris, etc. Et on en reparlera encore. Hein. Et donc, c'est une collaboration entre le CNES et le DLR, qui est l'agence spatiale allemande. Et Philae, ce qu'on peut dire, évidemment, c'est ce qui est le plus médiatisé, c'est ce qui frappe le plus, en particulier parce qu'il y a eu l'atterrissage avec unité de temps de lieu d'action, si je puis dire, le 14 novembre dernier. Mais Philae, j'ai tendance à dire que c'est non pas une cerise sur un gâteau, c'est une cerise sur un noyau. C'est un plus extraordinaire pour la mission, parce que la mission principale, Rosetta elle-même, sans Philae, c'est déjà une mission avec beaucoup de grandes premières. Hein. Première fois qu'on dépasse avec une mission qui va dans le milieu interplanétaire, on va au-delà de la ceinture d'astéroïdes, bien au-delà de l'orbite de Mars, en étant alimenté uniquement par de l'énergie solaire, propre entre guillemets. Hein. C'est la première mission qui se place sur la même orbite qu'une comète. Et vous allez voir dans un ou deux transparents plus loin que je montrerai d'ailleurs, on n'est pas en orbite autour du noyau de la comète, on est sur la même orbite que la comète. Et puis aussi, quand on descend très bas, quand on descend à 6 km du noyau ou autre, là pour le coup, on est en orbite autour de ce très petit corps. Hein. Et comme je disais, cerise sur le noyau, la première à atterrir là-dessus. Alors, les expériences scientifiques de Philae, vous voyez, il y en a pratiquement autant que sur Rosetta. Hein. Vous retrouvez Concert, évidemment. Il y a un système de collecte et de distribution d'échantillons. Il y a des systèmes imageurs qui nous permettent d'avoir des images directement du noyau depuis le noyau. Hein. Il y a encore des expériences d'études de composition. COSAC, par exemple, c'est un peu dérivé d'une expérience qui se trouve sur Curiosity. Et puis, vous avez aussi des instruments qui étudient les propriétés physiques du sol et aussi de l'étude de déplacement.
Et là aussi, petite image pour vous montrer à quoi ça correspond. Cet objet Philae qui a une taille d'1 mètre par 1 mètre par 1 mètre pratiquement. Et vous voyez à la base un tripode qui a été déployé pour l'atterrissage sur le noyau. Et donc, lancement vers la comète Churyumov-Gerasimenko. Je rappelle, la mission principale de Rosetta, c'était, et c'est toujours, hein, c'est pas fini, de suivre l'évolution de l'activité de la comète avec la distance au Soleil, entre la période avant périhélie, avant le passage au plus près du Soleil, et post-périhélie, après ce passage au plus près. Et puis, caractériser la chevelure par les expériences qui sont sur place et observation avec haute résolution du noyau. Alors, vous le rappelez peut-être, ceux qui suivaient déjà ça au début des années 2000. Il était prévu un lancement en 2003 sur une comète appelée Virtanen. Et en fait, comme sur une fusée Ariane d'un autre type, il y a eu un échec, c'était d'ailleurs, je crois, le dernier échec des fusées Ariane, en décembre 2002, il a été jugé prudent d'attendre un petit peu qu'il y ait divers tests de fait. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvé avec une autre comète de la famille de Jupiter que la comète qui était initialement prévue. C'est pas plus mal. Le seul problème, on pourrait dire, c'est que le nom est beaucoup plus difficile à prononcer. Pour la plupart des gens, dire Churyumov-Gerasimenko, c'est vraiment pas facile. On peut dire 67P parce que c'est la 67e comète périodique dont l'orbite a été bien définie, mais c'est pas très drôle. Bon, si vous voulez bien, on va l'appeler entre nous CG, ce sera plus simple. Oui, parce que Tchouri, j'aime pas ça. C'est une forme un peu humoristique. On a l'impression qu'il y a un chou qui est en train d'éclater de rire. C'est quand même mieux, hein, ce noyau, que ça. Bon, donc cette comète, elle a été découverte par Klim Churyumov et Svetlana Gerasimenko, et je l'ai déjà dit, elle va passer à son périhélie au 13 août, et vous avez déjà vu en bas, pour les amateurs d'orbite, les caractéristiques de son orbite, de sa distance au périhélie, de son inclinaison, sa période orbitale, son excentricité. Et petite image de l'ESA pour vous montrer ce très long périple. J'ai remis sur les côtés les dates qui correspondent, hein, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, des assistances gravitationnelles. Le lancement avait eu lieu le 2 mars 2004. Il y a eu un premier survol de la Terre le 4 mars 2005. Ensuite, avec cette assistance gravitationnelle, on est arrivé à monter un petit peu plus haut, ou aller un petit peu plus loin, si vous voulez. Hein. Donc, le 27 février 2007, il y a eu un survol de Mars. Le 14 novembre 2007, il y a eu un survol de la Terre. Hein. Et donc, l'orbite grandissait. Et le 11 novembre 2009, encore un survol de la Terre. Et le 5 septembre 2008, mais quand même une petite séquence sympathique pour la science, survol d'un astéroïde de type F. On n'avait jamais vu d'astéroïde de ce type-là avant, donc c'était sympathique. Et puis 10 juillet 2011, nous étions là, n'est-ce pas, à la Villette pour suivre ça en direct, le survol de l'astéroïde Lutetia, qui à l'époque, alors c'est plus du tout le cas maintenant évidemment avec Vesta ou Cérès, était le plus gros astéroïde à jamais avoir été survolé. 20 janvier, début de 2011, début de la phase d'hibernation. Vous voyez, on est très loin du Soleil, là, donc on n'a pas le choix. Et enfin, on arrive au début de l'année 2014, le 20 janvier 2014, où à ce moment-là, on va avoir un réveil de Rosetta, le fameux Rosetta Wake Up. Et ensuite, au mois d'août, on peut dire qu'on est vraiment proche du noyau. Et le 12 novembre, j'en ai déjà parlé. Alors revenons sur l'année dernière avec ces images qui sont iconiques pour nous maintenant du noyau de la comète et du petit Philae qui est en train de partir, de quitter le noyau. Et donc ce que je voudrais déjà dire, c'est beaucoup plus les gens de l'Institut de mécanique céleste et de calcul d'éphémérides que moi qui peuvent apprécier ça. Toute cette mission se rapprochant du noyau, ça a été quelque chose d'incroyable, vraiment au niveau de la trajectoire. Hein. Il y a eu le succès du réveil, des tests, mais cette approche du noyau, c'est incroyable. Et je disais tout à l'heure, on n'est plus du tout dans les mêmes échelles. Pensez que ce noyau a une taille d'à peu près
4 km, hein, donc ça fait le centre de la ville de Paris, si vous voulez, mais une densité, cette chose qui est faite d'un mélange de glace, surtout d'eau, et puis de particules solides, eh bien une densité de 0,47, c'est-à-dire 2 fois moins dense que de l'eau ou de la glace. Donc cet objet a une attraction gravitationnelle minuscule. Pour vous donner un exemple, Philae, qui pèse sur Terre 100 kg, eh bien, sur le noyau de la comète, il pèse 1 gramme. Donc, attraction gravitationnelle minuscule et des trajectoires très originales, des descentes pyramidales, pyramides à bord arrondi, hein, pour se rapprocher du noyau dans un premier temps, c'est les images là, juste avant l'atterrissage des orbites fermées, et puis après, on va plus loin, on essaye de redescendre vers le noyau, etc. Enfin, vraiment une mécanique absolument extraordinaire. Et donc, pendant l'été, il a fallu préparer cet atterrissage. L'atterrissage était depuis longtemps prévu pour la mi-novembre, parce que fallait-il que le noyau, justement, on en ait des bonnes images, qu'il soit déjà bien cartographié, que son activité soit encore faible, hein, pour que les senseurs stellaires ne confondent pas des poussières cométaires avec des étoiles, pour que les optiques ne soient pas salues, pour que les panneaux solaires aussi ne risquent pas de souffrir. Donc, c'était l'automne 2014. Et évidemment, un peu avant, la première découverte, ça a été un noyau constitué de 2 lobes, hein, et une surface extrêmement irrégulière, et ceci grâce aux observations d'Osiris à grande résolution. Puis on a passé l'été à sélectionner un petit peu le site. Il fallait qu'il soit accessible, qu'il soit en visibilité de Rosetta, que ce ne soit pas trop pentu, que les ingénieurs et techniciens soient contents pour les communications, pour l'illumination, pour la température, et puis que les scientifiques aussi soient contents. Bon, c'était la quadrature du cercle, hein. Soyons sérieux. Alors, il y a eu 10 sites sélectionnés, puis après, il y en a eu 5, et puis après, il y en a eu un de choisi, un en backup, et une sélection finale. Le site final étant le site Juliette qui se trouve là, enfin, qui d'ailleurs, vous le savez, n'a pas été vraiment le site final. Et j'en viens au 12 novembre. Je n'étais pas sûre de m'arrêter sur ce transparent, mais on parlait tout à l'heure c'était les 7 minutes de terreur pour Curiosity. Ben là, ça a été les 7 heures de terreur. Bon. On a bien dormi la nuit d'avant d'ailleurs, hein. Alors les heures là sont données en heure locale de France métropolitaine, hein, et effectivement on a su qu'il y avait eu séparation à partir de 10 heures et des poussières, et puis il y avait la descente, le déploiement du tripode, les mesures et l'atterrissage vers 17h03. Alors ça, j'aime bien cette image parce qu'elle est toute jolie. Elle nous montre vraiment la descente. C'est une image qui est prise par une caméra Osiris sur Rosetta, hein, et qui prend des images de Philae qui deviennent de plus en plus petits alors qu'il s'éloigne, hein. C'était largué depuis 22 km d'altitude pour quand même qu'il y ait une bonne visibilité du site. Et puis, bon ben voilà, il y a eu l'arrivée, hein. Premier temps, une belle image, hein, qui nous montre le site où on va atterrir, où on atterrit. Et quand tout le monde se met à applaudir parce qu'on a atterri, nous on commence à Darmstadt à nous sentir très très mal. Mais alors quand je dis très très mal, c'est un euphémisme, parce qu'on a compris qu'immédiatement après l'atterrissage, il y avait des images qui étaient un peu bizarres, ce qui donnait à penser que ça avait rebondi, c'était reparti. Alors voilà la reconstitution qui a été obtenue sensiblement plus tard, où vous voyez des images, alors toujours prises par Osiris, bien sûr. Alors là, c'est en heure locale et en temps universel. Bon, temps universel, ça va faire un décalage d'1 heure, en l'occurrence. Et heure locale, la différence entre sur place et sur la Terre, il y a un écart de 28 minutes, disons d'une demi-heure. Donc, Philae est en train de se rapprocher. On le voit sur l'arrière-plan de la région où il doit atterrir. Il se rapproche de plus en plus. Là, il va bientôt se poser. Mais regardez les 2 images là-haut, hein. Vous avez le before juste avant, bon ben d'accord, et puis, enfin, un petit quart d'heure avant, et puis un petit quart d'heure après, même pas, hein. Ça a changé, mais il n'y a pas de Philae. Par contre, on voit les traces d'impact du tripode. Et l'image tout là-haut que j'ai encadrée en vert, eh bien, c'est la dernière fois qu'on a vraiment vu Philae.
vous comprenez qu'il s'est sauvé et on l'aperçoit sur le fond de ciel. Donc, il a rebondi. Donc, l'atterrissage... Bon, alors là aussi, on n'a pas été très tranquille, mais heureusement, dans le courant de la nuit, on a compris qu'il s'était finalement reposé. Vous voyez cette superbe image qui est devenue classique maintenant, sur laquelle on voit un pied de Philae. Ah, puis tiens, on voit aussi une antenne de notre expérience concert, c'est rassurant. On nous a pas... c'est du bien vrai, hein, ce qu'il y a là. Et donc, ce qu'on a compris, c'est que Philae s'est immobilisé à peu près 2 heures après son premier atterrissage, hein, sur un site peu exposé au soleil, enfin sur un site franchement à l'ombre, un peu entre 2 murailles presque verticales. Hein. Et en fait, il y avait des piles embarquées, des piles classiques, hein, enfin vraiment bien boostées. Ça a fonctionné pendant 62 heures et pendant les dernières heures, il y a eu la possibilité après avoir à peu près fonctionné toutes les expériences, de transmettre les données à la Rosetta, qui nous les renvoyait, bien sûr, et aussi de tourner un petit peu Philae. Alors, le site d'atterrissage final, il a pu être estimé en grande partie par l'expérience concert, aussi d'autres expériences à bord, essentiellement pour concert en reconstituant, en voyant la mesure des distances entre Rosetta et Philae lors de séquences où on était en visibilité directe. Hein. Et donc, cette espèce de trace faisant à peu près 300 mètres de long par 30 mètres de large, ça a d'ailleurs été un petit peu réduit, au point qu'on en est arrivé à comprendre que ça devait être dans cette région-là, hein, sur le rebord de cette zone d'effondrement qui s'appelle Amehit, hein, et même avec un calendrier du premier atterrissage, une possible collision, du deuxième atterrissage, il a perdu un E parce qu'il n'est pas resté longtemps, et du troisième et dernier atterrissage, et peut-être une illustration du paysage dans lequel ça pourrait se trouver. Alors, ah bah oui, arrêtons-nous quand même un instant avant d'en passer aux résultats, parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est un grand jour, non seulement parce que nous sommes là tous ensemble, c'est le 31 mai, et sur les logiciels de l'ESA, on peut évidemment pour chaque jour voir où se trouve Churyumov-Gerasimenko, CG et évidemment Rosetta. J'ai rajouté sur l'image un ME pour Mercure, un V pour Vénus, un T pour la Terre et un MA pour Mars. Et à partir des données qui sont fournies en kilomètres, j'ai traduit ça dans des données un petit peu plus sympathiques. Bon, alors, aujourd'hui, hein, Rosetta est à 1,53 fois la distance de la Terre au Soleil du Soleil, hein, donc 1,5 unités astronomiques. Sa distance à la Terre est de 2,17 unités astronomiques et sa vitesse orbitale est 30 km par seconde. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que la vitesse orbitale de la Terre sur son orbite autour du Soleil, donc la nôtre, c'est précisément aussi 30 km par seconde. Bon, alors il n'y a pas de quoi s'évanouir, mais enfin, j'ai trouvé que la date était bien choisie pour ça. Et pour information, lors du réveil de Rosetta au mois de janvier 2014, l'année dernière, sa vitesse orbitale, encore très loin du Soleil, n'était que de 11,5 km par seconde. Et le 13 août 2015, quand Churyumov-Gerasimenko sera au plus près du Soleil, sur son orbite, eh bien, sa vitesse orbitale sera de 34,2 km par seconde. Et je termine maintenant par ce que j'appelle des premiers résultats. J'insiste sur le fait premiers résultats seulement, parce que la mission est loin d'être finie et parce que, évidemment, on ne peut présenter avec les fantaisies des revues scientifiques qui veulent avoir la priorité, on ne peut présenter que les résultats qui sont déjà publiés. Et au fond, ce n'est pas une mauvaise idée, parce que s'il y avait des résultats partiels qui s'avéraient être faux dans quelques mois, ce ne serait pas très mal. Alors ça, c'est peut-être ma préférée. Je l'aime beaucoup, donc je commence par elle. C'est une image qui a été prise le 14 février 2015, à un moment où, donc, après l'atterrissage de Philae, la sonde Rosetta est passée à 6 km d'altitude seulement
du noyau. Hein. Pensez, si vous êtes à bord d'un avion, 6 km d'altitude, vous êtes déjà en phase de descente, vous approchez. Hein. Et là, la résolution était assez formidable, de 11 cm par pixel. Donc, vous voyez un paysage dans la région Imhotep. Et surtout, cette chose-là, en bas, ça n'est pas une tache, mais c'est l'ombre de Rosetta sur la surface. Et une ombre qui paraît floue, eh bien, par un effet de pénombre, comme ces effets qu'on a lorsqu'il y a, par exemple, une éclipse de soleil. Le soleil n'est pas une source ponctuelle, mais c'est un disque qui a quand même 0,2 degrés de diamètre. Alors, une autre image que je trouve belle, elle est en couleur exagérée. De toute façon, le noyau, c'est essentiellement noir, mais vous voyez qu'il y a des noirs qui sont un petit peu plus rouges que d'autres noirs. Et cette région met bien en évidence la région intermédiaire entre les deux lobes du noyau, le petit lobe, qu'on appelle souvent la tête, et le grand lobe, qu'on appelle le corps. Et c'est bien que cette région intermédiaire est aussi souvent appelée le cou. Alors, on voit des drôles de structures quand même. On voit des éboulements, vous voyez ces rochers par là qui sont en train de glisser, de descendre. On voit donc des éboulements, disais-je, là, et on voit aussi des fractures. Encore une autre image qui vous montre de nouveau des éboulements et des fractures. Ça, c'est une image qui est précisément obtenue dans la région du cou. Et puis, on voit des dépressions circulaires, hein, comme celle-ci, Mehit. J'ai toujours du mal à me rappeler de ces noms-là, et vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Hein. Une dépression circulaire dont on pense actuellement que ça doit provenir d'un dégazage explosif à un moment où de la glace qui était à l'intérieur se vaporisait. Alors ça, c'est aussi une chose très mystérieuse et qui interroge. On voit des puits d'évaporation circulaire, c'est incontestable. Sur l'image tout à droite, d'ailleurs, vous voyez un autre puits qui est présenté, comment dirais-je, avec un contraste amplifié. C'est-à-dire que pour le coup, la surface paraît toute blanche, mais vous apercevez peut-être là, sur le noir du puits, eh bien, il y a de la vapeur, des gaz qui sont en train de s'échapper. Donc ces puits, on comprend que c'est des régions dans lesquelles il y a de l'évaporation de matière de la sous-surface. Et évidemment, sur celui-là, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que l'on voit ces sortes de bosses, qui ont été appelées parfois goosebumps, comme ce qu'on voit sur la peau du noix. Hein. Et en français, on appellerait ça de la chair de poule, mais enfin, c'est pas parce qu'il fait froid. Hein. Donc, ces espèces de goosebumps, des collègues ont aussi appelé ça des œufs de dinosaures, pourquoi pas, des surfaces très régulières qui ont une taille, ces bosses ont une taille de 3 mètres environ. Hein. Et évidemment, la question, c'est de savoir si ce sont des structures primordiales ou au contraire des structures plus récentes. Alors, il y a aussi des régions couvertes de fines poussières. Hein. Vous en apercevez là en bas, vous voyez quelque chose qui vous fait tout de suite penser à des dunes. Hein. Et en fait, ces fines poussières sur un corps sans atmosphère, avec, a fortiori avec une densité, une gravité très faible, eh bien, on appelle ça du régolithe. Hein. On voit aussi des traces de déplacement, j'ai oublié de le mentionner. Et tout ça, bien, est-ce que c'est des micro-séismes si un jour ou l'autre il y a un impact par météorite? Pourquoi pas, on en a vu sur Mars qui arrive là. Est-ce que c'est des jets de matière qui à un moment ont soufflé un petit peu tout ce qu'il y avait comme poussière à côté? Est-ce que c'est de la lévitation électrostatique? On sait que les phénomènes électrostatiques jouent un rôle très important. Et sur l'image d'en haut, vous voyez aussi ces formes de dunes, et on aime beaucoup parce que là-dessus, il y a un énorme amas, vous voyez ce nombre, on a pu estimer sa taille, il fait à peu près 45 mètres, donc il est baptisé Khéops. On ne sait pas si c'est quelque chose de compact ou pas du tout, et il se trouve qu'il est pris comme référence maintenant pour savoir quel est le méridien de base sur ce noyau cométaire.
Donc il y a vraiment des structures que je ne peux que appeler improbables. Improbables parce que la pesanteur est extrêmement réduite par rapport à la pesanteur terrestre. C'est plus faible comme pesanteur que ce qu'on a dans des vols en micro-pesanteur sur l'avion 0G. Il y a cette pesanteur très réduite, il y a des processus d'érosion multiples, de recondensation, on voit des structures variées, je ne vais pas répéter, j'en ai déjà parlé, et là-dedans, il y a des témoignages du passé. Par exemple, il vient d'être établi qu'il n'y a pas de champ magnétique sur le noyau, ça veut dire ça élimine certaines hypothèses sur les processus de formation dans la nébuleuse protosolaire. Et puis, il y a des structures plus récentes, et on espère qu'au cours des prochains mois, on arrivera à décoder ça un petit peu mieux. Il y a des régions géomorphologiques, je vous ai parlé de leurs noms tout à l'heure. Alors, vous voyez, vu la variété de noms entre les noms de divinités de l'Égypte ancienne féminine et masculine, on ne risque pas de tout se rappeler, sauf quand on est un spécialiste de l'Égypte ancienne. Et puis, il y a ce noyau qui est actif. Alors là, encore une image augmentée en contraste où vous voyez vraiment tous ces jets de matière magnifiques, essentiellement de la région du cou. Et j'insiste sur le fait que cette trace noire que vous voyez là, c'est uniquement un effet d'ombre. Alors un montage avec toutes les images qui montrent l'activité du noyau, alors qui tourne autour de son axe, toute cette variété d'activités. Et puis, pour aller très vite, parce que c'est quand même beaucoup moins spectaculaire que des jolis paysages, je dirais simplement qu'il y a d'énormes variations thermiques. Déjà au mois d'août de l'année dernière, ça pouvait aller, le plus chaud, c'était moins 43 degrés en surface, et le plus froid en sous-surface, c'était peut-être moins 243 degrés, je parle en degrés Celsius. Et malgré tout, la région du cou, eh bien, il a été compris récemment que c'est une région qui fait une sorte de piège de chaleur, parce qu'il y a les murs, si je puis dire, qui réfléchissent, qui renvoient la chaleur, et c'est ce qui fait peut-être, c'est peut-être la raison pour laquelle cette région est très active. Il y a de l'évaporation de glace, de la glace d'eau. Vous avez peut-être entendu parler du rapport d'essurage qui est plus élevé que dans les océans terrestres. Mais de toute façon, on savait bien que l'eau de la Terre, elle ne vient pas de la comète Churyumov-Gerasimenko. Et ça, c'est sûrement d'un lobe. Est-ce que ce sera la même chose pour un autre lobe? Il y a aussi toute une collection de molécules dans l'environnement qui ont déjà pu être identifiées, des classiques comme CO, CO2, vous voyez beaucoup de molécules carbonées, des molécules soufrées, de l'azote moléculaire, ça nous dit encore que ça s'est formé à très basse température, certainement dans un nuage moléculaire dense, et puis indication de molécules organiques complexes déjà, avec la surface très sombre, certainement des précurseurs d'acides aminés, et Kozak, un de ces jours, devrait nous en dire un petit peu plus. L'intérieur du noyau, on commence aussi à avoir pas mal d'idées, c'est à suivre, bien sûr, avec concert. Et puis au niveau de la composante réfractaire, il y a autrefois il y avait des hypothèses. Après Giotto et aussi les observations à distance d'Alebop, on avait pu dire qu'il y a des particules compactes et des particules floconneuses. Bon, il y a peut-être des particules fractales, ça ressemble peut-être à des particules collectées dans le milieu interplanétaire. Bon, maintenant, on a une vérité terrain. Vous voyez cette image-là, ça vous paraît franchement très moche, et moi ça me bouleverse complètement, parce que ça prouve que ces théories sont devenues des réalités, et ça veut peut-être dire que ces formes de poussière ont été très favorables à l'apport de molécules carbonées complexes sur la jeune Terre. On a dès à présent une carte visite du noyau, dont on connaît quand même beaucoup de choses. Et je sens que je dois terminer. Alors, je vous signale la question qu'il ne faut pas me poser, donc je vous laisse le lire éventuellement. C'est est-ce que Philae va se réveiller ou non? Je n'en sais rien. Personne n'en sait rien. Il y a plusieurs conditions pour qu'il se réveille, y compris il faut qu'il n'y ait pas trop de poussière, il faut qu'il ne soit pas trop froid, il faut qu'il y ait suffisamment d'ensoleillement, il faut que certains composants qui risquent de souffrir à très basse température ne souffrent pas trop. Ce qui est certain, c'est qu'il y a actuellement au SONC de Toulouse des écoutes chaque fois que c'est possible en visibilité directe, et ça va continuer jusqu'au mois de juillet, jusqu'au mois d'août. D'ailleurs, c'était un dessin qui avait été réalisé en temps réel et que je trouvais quand même assez joli avec
l'arrivée de Philae qui était fait ici à la Villette en temps réel lors de l'arrivée. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Cette image, c'est pas pour faire joli, hein, mais c'est simplement parce que cette image me paraît faire le lien entre beaucoup de choses. Elle a été prise depuis les Andes. Quand on regarde bien, mais il y a de la lumière, tout en bas à droite, on voit de la neige, hein, de la glace d'eau. On voit évidemment une très belle comète, c'était la comète Magnode. Et puis on voit aussi la Voie lactée. On voit même au-delà les nuages de Magellan. Et tout ceci nous montre de plus en plus, enfin ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'il y a quand même un lien entre les comètes, notre vie sur Terre et aussi, disons, au moins notre galaxie. Merci beaucoup. Gardez le micro. Y a-t-il des questions? Alors moi, j'en avais une, évidemment, mais on ne peut plus la poser. Alors on la posera peut-être à Francis, parce que comme il travaille au CNES, il a aussi des nouvelles du SONC. Moi, j'ai d'abord une question. Est-ce que vous savez maintenant, ou est-ce que vous avez le droit de dire si vous savez, si ce sont deux noyaux collés ou si la comète est un seul et même morceau? Alors, je peux tout à fait dire, pour le savoir parfaitement, il faut vraiment voir des différences d'activité entre ces deux morceaux. Et pour l'instant, il n'y a pas de certitude. Actuellement, on a un peu l'impression que ces deux morceaux sont distincts, c'est-à-dire qu'il y a eu, dans la nébuleuse primitive, deux corps qui étaient assez proches l'un de l'autre, donc loin du Soleil, avec des vitesses relatives pas très éloignées. Plus on est loin du Soleil, moins on va vite. Et il y a eu, ils se sont heurtés doucement et ils se sont collés l'un contre l'autre. On a d'ailleurs vu ce genre de schéma typiquement pour un petit astéroïde, Itokawa, dont les Japonais ont ramené sur Terre grâce à la mission Hayabusa des échantillons. Là, comme ils sont restés 5 ans à peu près à faire des mesures, non j'exagère légèrement, 5 ans, ils connaissent très bien les densités des deux parties. Les densités des deux parties sont sensiblement différentes, donc on sait que c'est différent. On a un peu tendance actuellement à penser que c'est différent et je crois que personne ne publiera de papier là-dessus, sachant que dans les mois à venir, on en saura peut-être plus et qu'il serait ridicule de spéculer alors qu'il y aura une vérité terrain. Très bien. Alors, avez-vous des questions dans la salle pour Annie Chantal? Monsieur. Ou pour aussi nos autres invités, hein, qui ont le droit aussi d'ailleurs de questionner Annie Chantal. Oui, deux questions très courtes. Au vu de la participation des Américains, il m'a semblé, une participation sur Rosetta, j'ai noté... L'expérience Alice et l'expérience Miro. Pour quelles raisons n'a-t-on pas pu se mettre avec eux pour avoir une pile thermonucléaire à la place des fameux panneaux? Et ça, c'est la première question. Alors, je vais déjà répondre à celle-ci pour ne pas perdre le fil. En fait, il a été apparemment impossible d'avoir ces réacteurs nucléaires, même en les achetant. Hein. Alors, je ne sais pas si c'était une impossibilité parce qu'il fallait du temps, hein, ou une impossibilité politique, parce qu'au départ, ça a quand même été développé pour la guerre des étoiles entre Américains et Soviétiques. Peut-être, Francis, tu peux apporter mais Francis doit en savoir plus que moi. Là-dessus. Oui, en fait... les Américains ont des gros RTG pour Voyager, Cassini, Galileo. Là, c'est pas pour Philae, c'est pas ce qu'il nous faut. Il nous faut des. Non, on parlait de Rosetta. Bon. Au départ, la mission était européenne et les Européens voulaient faire une mission de façon totalement autonome et ne pas être dépendant. Ouais, on vous a pas fait l'historique, mais au départ, c'était une mission conjointe. Les Américains nous ont claqué dans les doigts. Donc, de toute façon, l'ESA a voulu faire une mission qu'elle pouvait faire seule. Voilà, c'est la réponse pour laquelle on n'a pas cherché à mettre des RTG. Ceci dit, ce qu'il faut savoir, c'est que les RTG n'ont jamais traversé les frontières pour l'instant. Donc c'est très compliqué d'imaginer livrer des RTG, etc. etc. Pour Philae, on a pensé à des pastilles thermiques nucléaires également. Mais alors là, c'est le CNES qui a plutôt poussé pour qu'on les retire. Parce que ça compliquait énormément toute la procédure, là encore d'intégration, etc. Et de sécurité. Dès qu'on a du nucléaire, la sécurité devient complexe. Donc on a demandé aux Allemands de retirer leurs pastilles, qui étaient russes en plus. Enfin bon, je ne vous raconte pas les détails.
Donc voilà, on travaille, on est écologique, on n'a pas mis de nucléaire. Sinon, la deuxième question. Oui, le dégazage dont vous nous avez parlé à un moment donné, on voit dans un trou une trace là, sur la photo accentuée. C'est un dégazage, c'est de l'eau, de l'évaporation à froid, à moins 40 degrés. J'ai pas saisi. Oui, absolument. Hein. Actuellement, même avec, la plupart des images que vous avez vues, ce sont les résultats qui sont déjà publiés. Donc, c'est des images qui datent d'il y a quelques mois, n'est-ce pas? Et vous avez un noyau qui est froid. Hein. En sous-surface, il est d'ailleurs encore plus froid qu'en surface. Mais le point triple de l'eau, etc., on n'est pas sous une pression atmosphérique comme sur Terre. Donc, c'est des conditions différentes. On sait d'ailleurs, par des observations à distance, que les comètes, en gros, sont susceptibles de dégazer, comme on dit dans notre jargon, que de l'eau à l'état de glace qui est quelque part sur le noyau d'une comète est susceptible de s'évaporer, ou de l'eau, ou a fortiori du monoxyde de carbone ou du dioxyde de carbone, jusqu'à une distance au Soleil de l'ordre d'une dizaine, si ce n'est plus, d'unités astronomiques de fois la distance de la Terre au Soleil. On n'est pas du tout dans les conditions de pression atmosphérique, et par ailleurs, l'eau est immédiatement sublimée, passe à l'état de vapeur d'eau. Hein, on n'a pas de pression atmosphérique, et donc simplement le rayonnement solaire fait un peu d'évaporation. Donc, au bout de quelques millions d'années, l'astéroïde perd toute son... Le noyau cométaire. Oui. Son eau. Oui. Un noyau cométaire, une fois qu'on commence à le voir, c'est-à-dire on le voit grâce à sa chevelure et à ses queues très spectaculaires, eh bien c'est le commencement de la fin. Ils ont été pendant très longtemps, je l'ai mentionné rapidement au début, stockés loin du Soleil, dans la ceinture de Kuiper, dans le nuage de Oort. C'est pour ça qu'ils nous donnent encore de l'information sur le système solaire primitif, qui sont comme des fossiles qui nous racontent les origines du système solaire, les origines de la vie à voir. Ils sont stockés pendant longtemps. Il suffit qu'il y ait une petite perturbation gravitationnelle, par exemple d'une étoile relativement proche, pour que certains soient injectés dans le système solaire interne. Donc, ils descendent sur une très longue orbite vers le Soleil. Et à ce moment-là, eh bien, c'est le commencement de la fin. Ils vont passer plusieurs fois, normalement. On a tendance à dire qu'ils vont peut-être survivre 1000 ans, 10 000 ans. Mais chaque fois... c'est un ordre de grandeur pour un noyau cométaire quelconque, ça n'existe pas, mais enfin bon, le noyau cométaire moyen, chaque fois qu'il passe à proximité du Soleil, sur ces mois relativement près du Soleil, où il va y avoir beaucoup de dégazage, il perd quelques mètres d'épaisseur. Alors évidemment, il ne perd pas 1 mètre d'épaisseur, il y a des zones où il va perdre plus que dans d'autres. En fait, personnellement, je serais un peu surprise si le noyau de Churyumov-Gerasimenko se cassait en deux au voisinage du 13 août. Parce qu'on sera quand même au périhélie, loin du Soleil, à 1,24 unités astronomiques. Donc ça veut dire que Rosetta va survivre sans trop de difficultés à ce périhélie. Ça, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Même les panneaux solaires ne seront pas abîmés par non, les poussières, non. De toute façon, les panneaux solaires, les orbites, pour l'instant, c'est des orbites qui sont des orbites jour-nuit, en quelque sorte, avec les panneaux solaires qui sont orientés vers le Soleil, mais pas orientés pour prendre en plein la poussière. D'accord. Tant qu'à faire. Donc ça, c'est les ingénieurs du SONC qui continuent de calculer toujours les meilleures trajectoires possibles, grâce peut-être à l'IMCCE aussi. Non, en fait, c'est pas nous qui faisons ça. Ça, c'est l'ESA qui fait les trajectoires de Rosetta. Oui, je voudrais rajouter qu'il y a des comètes qui perdent leur eau au premier passage. On l'a vu avec la comète Ison. Mais elle a été desséchée d'un coup. Non, mais la comète, elle est passée très près. Elle est passée pratiquement très près. Dans la Donc, couronne il suffit solaire. de quelques passages pour qu'une comète perde son eau. Ça va vite. Non, voyez les différences d'échelle qui existent. Il y a une comète comme Ison, effectivement. Enfin, la dernière Ison, c'était au mois de novembre 2013, si mes souvenirs sont exacts. Ou 2004. Non, oui, je crois. Novembre 2013, il me semble. Elle passait à quelques centaines de milliers de kilomètres du centre du Soleil, je vais dire. Très près. Alors que là, on sera, voyons, la Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil en gros, donc là, on sera à 180 millions de kilomètres à peu près du Soleil. C'est confortable. C'est confortable encore. D'autres questions? Ah oui, 2 autres encore. Très bien.
Merci. J'aurais voulu savoir, qu'est-ce qui, dans la chimie, est-ce que vous êtes intéressé par ce qui se passe à la surface de la comète? Est-ce que c'est ce qui vous intéresse, ou est-ce que vous cherchez des traces d'une chimie qui viendrait de la ceinture de Kuiper ou du nuage de Oort? Ce que l'on voit, ce que l'on peut analyser à la surface de la comète, c'est ce qui appartient à la comète, c'est-à-dire ce qui appartient à un objet qui est resté pendant très longtemps au niveau, on va dire, de la ceinture de Kuiper. Alors évidemment, je pense que votre question signifie que ce qui est juste en surface, ça a peut-être été un peu transformé par le rayonnement solaire lors d'un passage antérieur. C'est tout à fait pertinent, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est encore plus intéressé par ce qu'on va voir après le périhélie. Parce qu'on comprend de plus en plus, c'est pas une certitude, mais ça paraît hautement probable, que ce que l'on voit actuellement juste sur la surface, c'est peut-être une sorte de manteau, entre guillemets, qui vient à la fois des retombées de ce qui s'est échappé du noyau, une petite partie retombe, lors de son passage au périhélie précédent, et aussi de ce qui a subi un weathering, ce qui a été modifié par le rayonnement solaire. Or, on s'est rendu compte, en particulier pour cette comète-là, par des observations à distance, parce qu'on a pu faire par exemple au dernier passage, qu'il y a un changement drastique qui se passe après le périhélie. Et on est certain qu'au moment du périhélie, j'ai dit c'est pas critique, mais c'est quand même là qu'il y a le plus de dégazage, il y a une bonne partie de ce manteau qui se trouve à être à gicler. Une autre question ? Merci. Oui, je voulais savoir en fait que va devenir Rosetta après sa rencontre avec la comète. Très bonne question. Je ne sais pas si j'ai pris le temps de le mentionner, c'était écrit en bas d'un transparent. Comme le fait est officiellement actuellement, la mission se termine, parce que quand il y a une mission, on donne toujours une date de fin, le 31 décembre 2015. Mais officieusement, nous savons tous actuellement que dans la mesure où Rosetta se porte bien, je dirais même très bien, la mission va continuer après. Et ce qui semble le plus probable, c'est qu'elle va continuer, eh bien aussi, enfin c'est pas le probable, c'est le plus logique, elle va continuer tant que la comète et donc Rosetta ne seront pas trop éloignés du Soleil, puisque passé le périhélie, on se rééloigne à nouveau du Soleil. Donc ça nous amène peut-être à l'automne 2016. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Ce serait bête que simplement des gens appuient sur un bouton pour tout fermer sans rien faire d'autre. Il y a eu deux hypothèses qui ont été suggérées. L'une qui paraît quand même un peu osée. Eh bien, on met Rosetta en hibernation. Ça repart pour une hibernation de 3 ans. Et on attend que ça revienne pour le passage suivant. Je dis c'est un petit peu osé parce que quand même, il y a plein de petits propulseurs à bord. Mais les petits propulseurs à bord, ils commencent à perdre un peu d'ergol. Et une autre hypothèse qui a été envisagée, qui est discutée par certaines personnes, c'est qu'il y aura peut-être la possibilité de faire descendre gentiment Rosetta sur, je devrais dire, le sol du noyau. On pourrait imaginer un touchdown en douceur comme, de toute façon, c'est déjà produit. C'est toujours en douceur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour aller de 22 km au sol, il a fallu 7 heures. Ouais. Si vous faites une chute libre depuis un avion à 22 km, ça fait un peu haut. Mais non, pas de problème. Depuis un ballon stratosphérique, ça a déjà été fait. Ça ne dure pas 7 heures, et beaucoup moins. C'était sur Eros qu'on s'était posé en douceur, non Oui, absolument. Mais Eros, c'était quelque chose de quand même beaucoup plus, avec une gravité beaucoup plus forte. Ça faisait quelques dizaines de kilomètres et une densité de 3. Là, on en est à 4 km, une densité de 0,5 à peu près. Donc, ça paraît concevable. Ça va peut-être être envisagé. Très bien. Merci beaucoup. Une dernière question ? Allez, une dernière question, et puis on va... Oui.
Alors moi, je voudrais savoir si la comète, elle oscille ou si elle tourne sur elle-même, mais tout ça, vous n'avez pas parlé de ça. C'était marqué, ça fait rien, c'était marqué sur mon dernier transparent. Elle fait comme tous les objets du système solaire, c'est-à-dire elle tourne autour de son axe. Et sur le dernier transparent que j'ai appelé la carte de visite, ça on le sait depuis longtemps d'ailleurs. C'est d'ailleurs grâce à ça qu'on peut calculer les forces non gravitationnelles. Et elle tourne autour du son axe avec une période, elle tourne d'ailleurs autour d'un de ses axes principaux d'inertie, ce qui est assez sympathique du côté des problèmes qu'il pourrait y avoir avec la précession. Et elle a une période de 12,4 heures et avec quelques décimales après. Donc une demi-journée en gros. C'est une chance que ce soit assez stable quand même. Et quand vous parlez de vitesse orbitale, vous parlez des vitesses absolues ou des vitesses relatives, vous parlez de quelle vitesse? Quand je parle de vitesse orbitale, c'est la vitesse absolue. Sinon, je dis vitesse relative. Donc d'accord. J'ai dit par exemple qu'entre Giotto, ou d'ailleurs les Vega et Halley, il y avait une vitesse relative de 250 000 km/h. J'aurais pu dire que pour Stardust, c'était du 22 000, je crois, km/h. Et actuellement, Rosetta, par rapport à la comète, c'est une toute petite vitesse relative. Et pour ne pas dire négligeable. Et pour les analyseurs, ce sont en général des spectromètres, non, vos analyseurs? Il y a des spectromètres et des spectroscopes. Et comme je l'ai dit, il y a deux types d'instruments. Il y a des instruments qui vont étudier à distance, par exemple en étant à 20 km d'altitude, regarder quelles sont les propriétés spectrales du noyau. C'est ce qui va travailler dans l'UV, dans le visible, l'infrarouge, le domaine radio. Et il y a aussi des spectromètres qui vont faire de l'analyse in situ, localement, donc, pour analyser, par exemple, la composition des poussières, la composition des gaz. Quand je parlais de H2S et autres dans l'atmosphère, c'était typiquement le spectromètre Rosina. Et quelle différence il y a entre... Il faut qu'on avance. Quelle différence il y a entre les grains et les poussières? J'ai vu qu'il y avait des grains. En fait, moi j'ai tendance à parler de particules solides. Je vais dire que parce que c'est le terme le plus générique, ces particules solides peuvent être soit compactes, je vais les appeler des grains à ce moment-là. Il y a d'ailleurs des grains visiblement submicroniques d'origine interstellaire. Et puis quand il y a des agrégats, on peut dire que c'est des agrégats. Merci beaucoup.